Donc, il y a des choses qu'on va faire passer directement parce qu'on les a vues la dernière fois. Et les nouvelles notions, on va les traiter en détail. Et je vous ai envoyé un message comme quoi essayer de se connecter à temps pour ne pas basculer à chaque fois entre le cours et les acceptations des notifications. Bon, allez, je commence. Donc, on a commencé par le nouveau chapitre, le cheminement, donc comment aller d'un point à un autre. On a parlé quelques définitions, c'est quoi un circuit élémentaire, etc. Chemin élémentaire, chemin non élémentaire. On a donné des exemples à chaque exemple. Alors, on a donné un exemple à chaque notion. Donc, chemin, c'est un ensemble de sommets consécutifs, c'est-à-dire qu'ils sont reliés par chaque arête, comme chemin par exemple AB, donc on a utilisé l'arête qui existe entre A et B. BE, on a utilisé l'arête qui relie BE, et ainsi de suite. La longueur, c'est 7, c'est la longueur, c'est le nombre des arêtes. Chemin élémentaire, donc c'est des arêtes consécutives, adjacentes, mais cette fois-ci, on n'utilise pas on ne revient pas sur les mêmes nœuds, même semble plutôt. Chemin non élémentaire, on a donné un exemple. Les circuits, c'est-à-dire on part d'un point et on revient sur le même point, c'est-à-dire on a un circuit fermé. Non élémentaire, c'est-à-dire on peut utiliser plusieurs fois un sommet. Donc on a donné quelques remarques concernant les graphes non orientés. Les distances, un exemple, distance, diamètre, et ça c'est nouveau, on va le faire maintenant. Donc est-ce qu'on va voir ce qu'il y a de nouveau? Vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Allez, très bien. Allez, très bien. On va voir la fermeture transitive d'un graphe. Donc définition, à tout graphe G, on peut lui associer de façon unique un graphe transitif qu'on note G tilde, appelé fermeture transitive de G, défini par la relation d'appartenance suivante. Les sommets, c'est les mêmes sommets de G. Les arêtes, comment on va les mettre? Si il existe, donc, quand est-ce qu'on va mettre des arêtes, des arcs entre les sommets de G tilde? Il existe dans G un chemin, c'est pas un arc, un chemin entre X et Y. C'est-à-dire, si je prends deux sommets dans G, s'il y a un chemin qui relie X à Y, dans le graphe G tilde, on va mettre un nœud, plutôt un arc, ou une arête, qui relie X à Y. OK? C'est très simple. Donc, on a G, un graphe. Le graphe transitif G tilde, c'est la fermeture, appelée fermeture transitive. L'ensemble des sommets de G tilde, c'est le même ensemble de sommets de G. Les arcs, on va prendre les mêmes arcs que G, mais cette fois-ci, on va lui rajouter d'autres arcs, d'autres arêtes, de telle sorte, lorsqu'il y a un chemin entre X et Y, dans G, je vais ajouter un arc ou là, une arête entre X et Y dans G tilde. Donc, remarque, le calcul de la fermeture transitive d'un graphe peut se faire en additionnant les puissances successives de sa matrice d'adjacence. Donc, ce graphe-là, on peut le trouver aussi avec les matrices. Donc, on va voir comment ça marche. Donc, soit la matrice d'adjacence suivante. C'est un exemple d'un graphe. Donc, on a A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Donc, on a les 1 quelque part ici dans la matrice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La matrice A, I, J, lorsque je prends une composante de cette matrice, c'est un chemin de longueur 1 allant de I à J. Si je prends A3, 1, A par exemple, grand A de petit A à petit C, il y a un 1 ici. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Entre A et C, il y a un chemin de longueur 1.
Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Donc, chemin de longueur 2. On veut chercher maintenant le chemin de longueur 2, allant de K vers R. Donc, si il y a un chemin entre K et R de longueur 2, c'est-à-dire on va utiliser 3 sommets. S'il y a 2 arcs ou la 2 arêtes, donc on va utiliser 3 sommets. Donc, allant de K à R, donc il va passer par un autre sommet I. Donc, on aura K, il passe par I, et de I, il passe par R. Et on arrive à R plutôt. Donc, la longueur, c'est 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? هيا ماشي استمتاع باش ترجعوا لنا باش نافونسيو. Oui, monsieur. هيا quelqu'un prend la parole pour dire oui rapidement pour qu'on avance. Donc, comment on interprète ça? Comment on va trouver ça sur la matrice? Donc, on va parcourir simultanément la ligne K et la colonne R de la matrice et de vérifier s'il y a un 1 à la même position dans la ligne K et la colonne R. Donc, exemple, il existe un chemin de longueur 2 allant de A vers D, car il y a un 1 en troisième position. Voilà, il y a un haulik entre A et C, c'est la ligne Nadia, à la fois dans la ligne A et dans la colonne D. Si je sens la colonne D, il y a un ici. Donc, il y a un chemin entre A et D qui passe par C. Donc, ça, c'est difficile de le voir directement comme ça, mais on va trouver autre chose. Donc, on nous a dit, en multipliant la matrice par elle-même, la matrice d'adjacence par elle-même, on obtient la matrice A puissance 2, des chemins de longueur 2. Donc, si je prends la matrice d'adjacence A, je multiplie A par elle-même, on va voir la multiplication, c'est une multiplication booléenne. Donc, lorsque je prends maintenant ça c'est A fois A. Hein. Parce que vous voyez la matrice ici, c'est la matrice, c'est notre matrice. Regardez, elle a changé. Donc, si je prends maintenant une composante A, par exemple, C, B, c'est la ligne C avec la colonne B, il y a un 1. Donc, lorsque je multiplie A par elle-même, on va avoir A au carré. Lorsqu'on va trouver un 1 dans la matrice A au carré, sur une composante donnée, c'est-à-dire il y a un chemin entre tel sommet et tel sommet de longueur 2. Donc, si je prends par exemple C avec B, C avec B, il y a un entre les deux, le croisement entre les deux. Donc, entre C et B, il y a un chemin de longueur 2. Pourquoi de longueur 2? Parce que la matrice d'adjacence, elle est à la puissance 2. Donc, A, par exemple, AD qui égale à 1 représente le chemin entre A et D qui passe par C. Maintenant, si je vais donner une règle générale, AK, A puissance K, est la matrice des chemins de longueur K. Donc, à chaque fois que je multiplie une matrice par elle-même, donc je vais trouver les longueurs de chemin de longueur, plutôt les chemins entre les sommets de longueur K. On nous a dit, maintenant, si je prends A au carré, je lui rajoute la matrice A, c'est-à-dire la matrice d'adjacence à la puissance 2. Je lui rajoute la matrice d'adjacence à la puissance 1, c'est-à-dire de longueur 1. Elle nous donne les chemins de longueur inférieure ou égale à 2, c'est-à-dire les chemins 2 et les chemins inférieurs à 2, c'est-à-dire 1. Encore, si je prends le résultat de ça, c'est-à-dire A plus A au carré, je le multiplie par A et je lui rajoute A, donc ça va donner A plus A au carré plus A au puissance 3. C'est un chemin de longueur inférieur à 3, inférieur à 3, c'est-à-dire je vais avoir dans la même matrice les chemins de longueur entre les sommets de longueur 1, de longueur 2 et de longueur 3, et ainsi de suite. Si je prends le résultat A au carré fois plus A au puissance 3, je le multiplie par la matrice A. Je lui rajoute A, je vais avoir A au carré, A puissance 3, etc.
c'est les chemins de longueur inférieure ou égale à 4. Je rajoute aussi, je fais la même chose. Je prends le résultat, l'ancien résultat, je le multiplie par A. Je lui rajoute A, je vais avoir A plus A au carré, plus A puissance 3, plus A puissance 4, A puissance 5. Donc, ça sera tous les chemins de longueur inférieure égale à 5. Finalement, maintenant, je vais faire en calculant A, c'est-à-dire je prends le résultat, l'ancien résultat, je le multiplie par A, je lui rajoute A, je vais trouver ça, et on constate que cette matrice-là, Hadia, est égale à celle des chemins de longueur 5. C'est-à-dire, lorsque j'arrive à une matrice qui est égale à l'ancienne matrice, donc je m'arrête. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement. Même si je multiplie une fois par la matrice elle-même, je vais avoir la même matrice. À ce moment-là, je m'arrête et je vais avoir tous les chemins de longueur. Bien sûr, lorsqu'on dit des chemins de longueur, c'est-à-dire on ne va pas passer plusieurs fois sur des chemins. Donc, c'est des chemins élémentaires. Donc, on va avoir des chemins. Oui. معليش تاكسبتي العباد اللي راهم دخلوا دوكا. Oui. Donc, à certains moments, on va avoir, lorsqu'on calcule la matrice, la nouvelle matrice, on va trouver que, par exemple, la matrice à la puissance 6 est égale à la puissance 5. Donc, c'est bon, on s'arrête parce que au-delà de ça, on va trouver toujours la même matrice. Et bien sûr, on ne va pas aller à A puissance 100, puisqu'on a 1, 2, 3, dans cet exemple-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a 7 sommets. Normalement, on essaiera de trouver au maximum des chemins de longueur maximum 7. Chemin élémentaire, bien sûr. Donc, on s'est arrêté à 5. Pourquoi à 5? Parce que au-delà de 5, on va trouver toujours la même matrice. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de chemin de longueur 6 ni de longueur 7. Est-ce que cette notion-là, elle est un petit peu claire? Donc, si on prend la matrice d'adjacence, on multiplie par elle-même, on va trouver des chemins de longueur 2. Si je prends la même matrice, le résultat, je le multiplie par A, et je rajoute A, je vais avoir tous les chemins de longueur inférieure ou égale à 3. Et je fais la même chose, inférieure ou égale à 4, inférieure ou égale à 5. À certains moments, je fais la même procédure. Je trouve que la matrice, la nouvelle matrice, elle est égale à l'ancienne matrice. C'est bon, je m'arrête et je vais dire, c'est bon, je m'arrête là parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas de nouveau truc. Très bien. Donc, la dernière matrice qu'on a trouvée, c'est celle de A au carré, A3, A4, A5. Et la matrice d'adjacence de la fermeture transitive du graphe G. C'est la dernière matrice qu'on va l'appeler matrice d'adjacence de la fermeture transitive du graphe G. Voilà. Remarque. Pour un graphe de n sommets, le plus long chemin élémentaire entre deux sommets est de longueur maximum n. C'est-à-dire, si on a un chemin, un sommet, au maximum, la longueur d'un chemin est au maximum égale à n parce qu'on cherche les chemins élémentaires. Donc, souvenez-vous, chemin élémentaire, comment on a défini un chemin élémentaire? Regardez, chemin élémentaire, هذا chemin normal. Voilà. Un chemin élémentaire, on passe par des sommets une fois. On passe pas, regardez, chemin non élémentaire, on passe par A, on trouve A ici, D, on a déjà passé par D. Par contre, chemin élémentaire, non, A, D, B, E. Il n'y a pas de répétition. C'est ça ce qu'on est en train de chercher ici, c'est des chemins élémentaires. Donc, au maximum, la longueur d'un chemin ne dépasse pas le nombre de sommets. Donc, c'était la première remarque. Donc, il nous a donné ici la deuxième remarque, il faut faire n multiplication et n addition. Donc, à chaque fois qu'on est en train de multiplier, on fait des multiplications d'une matrice par elle-même. Donc, on va faire n multiplication, n addition de matrice. C'est trop.
En multipliant A par elle-même, la troisième remarque, en multipliant A par elle-même et en ajoutant les résultats à A, on obtient l'ensemble des chemins de longueur inférieure à 2. En répétant ce processus, c'est-à-dire on va multiplier par A au carré, on va A au puissance 4, on va chercher les matrices de degrés pairs. Donc, on va trouver A au carré, A puissance 4, A puissance 6, A puissance 8, etc. 4, 8, etc. Il n'y a pas de 6. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on utilise cette méthode-là de chercher les matrices de degrés pairs, donc on va gagner par rapport à ce qu'on a fait ici. Regardez, là, on a cherché les longueurs inférieures à 2, puis les longueurs inférieures égales à 3, puis les longueurs inférieures à 4, inférieures à 5, et à la sixième, on a constaté que la sixième multiplication, on a trouvé que la matrice est égale à elle-même. Donc, pour ne pas faire ça, on va faire des sauts. On va faire 2, 4, 8, 16, etc. pour trouver directement là où il faut s'arrêter. Donc, c'est une méthode pour aller plus vite. Donc, si on va vers 8, par exemple, j'ai une matrice de 8, 8 fois 8, c'est-à-dire 8 sommets fois 8 sommets. Si je vais vers 8 et je m'arrête vers 8, donc j'ai gagné une chose, c'est que j'ai pas calculé à 3, j'ai pas calculé à 5, j'ai pas calculé, etc. Ça, c'est une chose. Une note très importante, la somme qu'on est en train de multiplier ici, lorsqu'on multiplie deux matrices, donc vous avez déjà multiplié deux matrices, on va faire des multiplications et des additions. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, on ne va pas faire n'importe quel produit, n'importe quelle addition. Donc, la somme et le produit, ça sera des sommes et des produits booléens. Donc, on va utiliser le et logique et le ou logique. Là où il y a la somme, ça sera un et logique. Et là où il y a le produit, on va utiliser le ou logique. C'est bon? Oui. Ouais, très bien. Donc, on ne va pas faire multiplication directe des matrices avec la somme, c'est-à-dire la première ligne fois la première colonne, on va trouver la première composante, la première ligne fois la deuxième colonne, donc on va trouver la deuxième composante. On va faire ça, mais la multiplication, ça sera le ou logique et l'addition, ça sera le et logique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La somme et le produit booléen de deux matrices s'obtiennent en substituant le et logique et le v logique aux opérateurs plus. Donc, le plus dans le produit matriciel, ça sera le et logique, et la multiplication, ça sera le ou logique. C'est tout. On a un algorithme. Donc, vous voyez ici, c'est trop. Lorsqu'on va faire la multiplication de deux matrices, ça va nous prendre énormément de temps. Donc, regardez, de 7 fois 7, on va le multiplier par 7 fois 7, ça va nous prendre énormément de temps. Donc, il y a un algorithme de Warshall. Donc, cet algorithme permet de calculer la matrice de fermeture transitive avec un gain considérable en nombre d'opérations. Donc, il est très, très simple. Pour J allant de 1 à N, nombre de sommets, pour I allant de 1 à N, faire, si une composante de cette matrice d'adjacence A de IJ est égale à 1, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour K allant de 1 à N, faire AIK, la ligne I, la colonne K est égale à AIK, ou logique avec AJK. Faire fait, c'est tout. Et ça va nous donner la même chose que ce qu'on a fait auparavant, et on va se débarrasser de cette multiplication des matrices. Donc, il est très simple, on va avoir des exemples dessus pour les TD qui vont suivre, Inch'Allah. Donc, il est très simple, algorithme de Warshall, donc il nous donne la matrice de fermeture transitive d'un graphe, et on va utiliser en TD, Inch'Allah, cet algorithme.
On passe à autre chose. Le parcours d'un graphe est un problème type de théorie des graphes auquel peuvent ramener de nombreux variables. Donc, un parcours du graphe G à partir de X est une visite. Donc, donc j'ai rajouté ça après qu'on a fait les cours la dernière fois. Donc, un parcours. Donc, le parcours d'un graphe est un problème type de la théorie des graphes auquel peuvent se ramener de nombreux autres problèmes algorithmiques. Définition, soit un graphe GXA. Lorsque je mets A, ça veut dire graphe orienté ou non orienté. Et X appartient à l'ensemble des sommets. Un parcours du graphe G à partir de X est une visite de chaque sommet accessible depuis X. Donc, c'est très important. Un parcours d'un graphe G à partir d'un sommet X est une visite de chaque sommet accessible depuis X. C'est-à-dire, on prend un sommet de départ et on va prendre les arcs ou les arêtes et on va voir à partir de X, est-ce qu'on peut toucher tous les autres sommets. Donc, le résultat d'un parcours d'un graphe est un ensemble de chemins partant de X allant vers les sommets accessibles depuis X. Donc, c'est ça ce qu'on a dit ici. Donc, on part d'un sommet et à partir de ce sommet-là, on va prendre des arêtes ou des arcs et on va voir il nous amène où ce sommet-là, est-ce qu'on va toucher tous les autres sommets. Un parcours peut être représenté par un sous-graphe de G qui est un arbre de racine X. On va voir cette notion d'arbre juste après, un exemple, ou une forêt. Une forêt, c'est un ensemble d'arbres. Si certains sommets de G ne sont pas accessibles depuis X. Allez, on va voir un exemple. On a deux grands types de parcours. On a un parcours en largeur et un parcours en profondeur. On va commencer par la largeur parce que la dernière fois, on a fait le parcours en profondeur. On va les revoir d'ailleurs aujourd'hui. Donc, soit GXA, donc A, lorsque je ne mets pas U, je ne mets pas E, ça veut dire je suis en train d'utiliser un graphe orienté et non orienté, comme je veux. Et X, un point de départ. Un parcours Donc, un parcours en largeur, c'est quoi? D'un graphe G à partir de X est un parcours dans lequel un sommet Y est marqué avant le début de traitement de ses successeurs. OK? Donc, ça veut dire on a la situation suivante. On va choisir un sommet, par exemple H. Donc, il va avoir 0, c'est-à-dire la distance. On va commencer. La distance de H à H, c'est 0, donc je suis sur un point. Donc, je vais sélectionner ces voisins. Donc, je vais les noter par distance 1. Donc, on a dit la dernière fois, chaque arête ou chaque arc dans ce chapitre-là vaut l'unité 1. C'est-à-dire, on ne va pas calculer les distances, mais on va calculer le nombre d'arêtes pour accéder d'un sommet à l'autre. Donc, on a noté, on est parti de H, on va prendre ses voisins adjacents, on va les noter gris parce qu'ils sont déjà notés, et on va donner la distance à partir du point de départ, c'est-à-dire la distance entre H et G, c'est 1, la distance entre H et F, c'est 1, la distance entre H et C, c'est 1. Le 1, ça représente le nombre d'arcs. On va faire la même chose. On va prendre l'un des voisins. On va prendre par exemple G. On part de G maintenant. On va noter ses voisins. Il a un seul voisin. Donc, on va prendre la distance par rapport à son père, à son ascendant. Donc, on a une distance unitaire entre I et G. Donc, si je prends maintenant de H, donc je vais prendre ce chemin-là. Donc, je vais faire un trajet de H à G et un deuxième trajet de G à H. Donc, je vais faire 2 arêtes. Alors, on va prendre maintenant le deuxième voisin de H, parce qu'il était à 1. Donc, on va sélectionner ses voisins. Donc, ces voisins, c'est A et D, et on va noter la distance.
on va prendre la distance 1 et on va lui rajouter une unité. On va prendre la distance 1 et on va lui rajouter une unité. Donc, de H à A, on va utiliser deux unités, deux arcs, deux arêtes. De H vers D, on va utiliser la même chose, deux arcs, deux arêtes. Le troisième, il n'a pas de successeur. Il a un successeur, mais il est déjà noté. Donc, c'est son parent. Donc, on ne va pas revenir dessus. C'est bon, on a terminé avec les successeurs de H. C'était F et G et C. Donc, on passe aux arcs. On passe aux arcs qui ont la distance 2. On va traiter la distance, les sommets qui sont à distance 2. Donc, on est sur 2. Allez, on va prendre le premier, par exemple, le A. Donc, le A, il a comme successeur E, B et C. Le C, il est déjà traité. Il est en gris, donc ce n'est pas la peine de le traiter. Donc, il a deux sommets. Donc, on va prendre ce sommet-là. On va prendre la distance de son parent et on va lui rajouter une unité. Donc, la distance entre H et E, c'est 3. Donc, 1, 2 et 3. Non, c'est pas ça. J'ai pris le premier, c'est celui-là. J'ai cru que je vais utiliser celui-là. Donc, on a I à distance 2, D à distance 2 et A à distance 2. Donc, je vais prendre n'importe lequel. Je peux commencer par A, je peux commencer par D, je peux commencer par I. Donc, dans ce slide-là, j'ai commencé par I. Il a quoi comme voisin? Il a un voisin J. Il a un voisin J qui n'est pas encore noté. Il a un voisin G qui est déjà en gris, donc on ne va pas le toucher. Il a un voisin B, on va le traiter. Il a un voisin E qu'on va le traiter. Voilà. On va commencer par le I. Son premier voisin, c'est J. Donc, on va prendre la distance de son père. On va lui rajouter une unité. Donc, la distance de H vers J, c'est 3. Donc, un arc, une arête, deux arêtes et trois arêtes. Donc, je vais faire trois arêtes pour trouver le G. Allez, on va traiter le deuxième voisin. Donc, ça sera par exemple le E ou bien le B, comme on veut. La même chose, on va le noter en gris et on va prendre la distance de son père et lui rajouter une unité. Et la même chose pour le B. Très bien. J'ai terminé avec... non, je n'ai pas encore terminé. Donc, j'ai terminé avec le I. On va passer à D. Il a la même distance. Il y a distance 2. Et on a aussi le A qui a la même distance. Donc, si je prends par exemple le D, qu'est-ce qu'il a comme voisin? Il a le C, il est déjà noté. Ce n'est pas la peine de le toucher. Il a le B, il est déjà en gris, on ne va pas le toucher, donc ce n'est pas la peine. On a terminé avec le D. On va toucher le A. Il a la distance 2. Donc, qu'est-ce qu'il a comme voisin? Il a le C, le B et le E. Le C, il est déjà, on a déjà traité. Il est en gris. Le B, il a déjà traité à partir de I. Et le E, il est déjà traité par rapport à I. Donc, ce n'est pas la peine, on s'arrête là. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des arêtes en vert et il y a des arêtes en noir. Les arêtes en vert, c'est-à-dire on a pris ces chemins-là. Par exemple, le noir, ce noir-là, je n'ai pas pris ce chemin-là, par exemple, le H, T, D, B. Parce que j'ai un autre chemin de longueur égale ou inférieure pour arriver de H à B. Les Houa, H, G, I, B. C'est bon? Donc, si j'enlève maintenant les arcs en noir, donc qu'est-ce que je vais trouver? Regardez, je vais les enlever, je vais trouver un arbre que vous avez déjà traité en premier semestre. La racine, elle est là, et chaque nœud, il a des enfants. C'est bon? Oui. Monsieur. Oui. Monsieur, les sommets B et E, يقدروا يكونوا des fils pour A, par exemple. Le sommet B et E. B et E. Oui. B et E. Qu'est-ce qu'ils ont? يقدروا يكونوا des fils pour le A, ماشي I.
Pour le A, oui, c'est ça. Si on a traité le A, le premier avant le I, on va prendre le A, ses enfants, ça sera B et E. Donc, on va prendre ces deux-là, les premiers, et on ne va pas prendre celui-là. C'est ça. Donc, c'est un choix. L'essentiel à la fin, on va trouver un arbre. C'est ça ce qu'on a dit, les remarques. On a dit, un parcours peut être présenté par un sous-graphe de G qui est un arbre de racine X. De X, on a commencé, ou bien une forêt. OK? Donc, ici, lorsqu'on a utilisé ce parcours-là, et on a enlevé les arcs auxquels on n'y est pas passé, on va trouver un arbre de racine H et les autres sommets, c'est des enfants, c'est des chemins à traiter. Donc, à partir de la racine, on peut aller, dans ce cas, à n'importe quel graphe. Allez, on va voir donc le parcours en largeur dans la distance du plus court chemin entre une origine S donnée et chaque sommet accessible de S. Cette distance représente le nombre minimum d'arêtes ou arcs d'un chemin reliant les sommets S et V, ou bien infini s'il n'existe aucun chemin de S à V. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, là, si je vais faire la même chose, ce que j'ai fait dans le slide précédent, donc à chaque fois j'avance, il y a des arcs que je vais les noter, et je vais noter les distances d'Awah. Voilà, donc j'ai commencé de H, j'ai pris ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là pour arriver à G, ou bien pour arriver à C, pour arriver à E, à A, à F, etc. Donc il y a un chemin entre H et G, il y a un chemin entre H et I, il y a un chemin entre H et E, il y a un chemin entre H, je ne sais pas, et A, etc. Okay? La même chose si j'enlève maintenant les sommets, les arcs, les arêtes qui ne sont pas colorés en vert, donc toujours je vais avoir un arbre de racine H. S'il n'y a pas de distance, s'il n'y a pas de chemin entre un arc, un nœud et un autre, donc on va dire qu'il y a le sommet à une distance infinie. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin qui relie un nœud à un autre. Donc, je reviens sur la remarque qu'on a faite tout à l'heure. Tous les arcs ont le même poids unitaire. Donc, on a un autre chapitre qu'on va traiter les graphes valués ou les graphes pondérés. C'est-à-dire, l'arc ou l'arête, elle a un poids. Ce n'est pas le moment, mais c'est un autre chapitre. Allez. Maintenant, si on va passer à l'algorithme, ça, c'est le fonctionnement. L'algorithme de celui-là, regardez, il est très simple aussi. Un graphe G, choisir un sommet initial S. Pour chaque sommet U appartient à X moins le sommet de départ, qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier tous les sommets U.color de UNIA. U.color est égal à blanc, donc on va colorier tous les sommets à blanc. On va mettre la distance de chaque sommet à l'infini, comme vous voyez ici en bas, infini, infini, infini. Et on va mettre le parent de chaque nœud à nil. Donc, vous voyez nil, nil, nil. C'est-à-dire celui-là, son parent, je ne le connais pas encore. Celui-là, je ne connais pas son parent encore. Celui-là, je ne connais pas son parent encore. OK? Donc, on va initialiser le graphe par chaque nœud. Je vais lui donner la note nil, c'est-à-dire je ne connais pas encore son parent, dans le schéma que je vais trouver, et la distance entre le point de départ, c'est le H, est égale à, jusqu'à présent, à l'infini. C'est bon, j'ai terminé F, la boucle a dit. Je vais faire le sommet de départ. S.color est égal à gris. Donc, vous voyez, le H, il est en gris. La distance, elle est à 0. Donc, vous voyez, en dessous, il y a un 0. Et il n'y a pas de parent. Lui, il n'a pas de parent parce que c'est un point de départ et ça sera un arbre. Et dans un arbre, le nœud de départ, la racine n'a pas de parent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enfiler, donc on va utiliser une file, enfiler le sommet de départ S, la file F. Donc, vous voyez ici. OK, est-ce que c'est bon l'initialisation? C'est juste une initialisation. L'algorithme, il est juste après. Monsieur, c'est quoi S.D, s'il vous plaît? S.D, c'est la distance. S.par, c'est le parent. S.col, c'est couleur. Oh oui, merci beaucoup, monsieur.
Donc, U.call, c'est la couleur. Donc, je vais initialiser tous les sommets à blanc pour dire que je n'ai pas encore traité. U.D, c'est la distance. Donc, je vais initialiser chaque sommet à la distance infinie pour dire que je n'ai pas encore de chemin jusqu'à présent. J'initialise chaque nœud pour dire son parent. Je ne connais pas son parent dans le chemin que je vais prendre à 1000. Et je prends le sommet initial, dans mon cas, c'est H. Donc, sa couleur, ça sera gris. Gris, ça veut dire que je suis en train de le traiter. Il est en instance de traitement. Il est en traitement. Sa distance, c'est 0. Son parent, c'est 1000 parce que c'est un point de départ, ça sera un arbre. Et je vais enfiler la racine. Et il y a le sommet S. Donc, j'ai une file qui a H dans ce cas-là. C'est bon? On passe au slide suivant? Oui. Très bien, allez. Très bien. L'algorithme, il est là. Regardez, il est très simple. Tant que la file n'est pas vide, je défile ce qu'il y a au sommet de la file. Pour chaque sommet appartenant au sommet adjacent de ce que j'ai défilé, si la couleur du sommet que j'ai pris est égale à blanche, alors je vais noter le sommet en cours par gris. Je vais mettre sa distance à distance de son parent plus 1 et je vais mettre son parent est égal le parent, c'est-à-dire le précédent, c'est-à-dire le sommet précédent. Et qu'est-ce que je vais faire à la fin? Enfiler le premier sommet adjacent. Et je réitère cette procédure-là. Dès que je sors, j'ai terminé tous les adjacents de sommet en cours, je vais noter que le U que j'ai démarré dessus, le sommet que j'ai démarré dessus, j'ai terminé avec lui et je vais prendre autre chose. Allez, on va prendre un exemple. Donc, dans la file, qu'est-ce qu'il y a? On a mis un sommet H. On aurait pu commencer par C, on aurait pu commencer par F, on aurait pu commencer par B. C'est un hasard. Donc, dans la file, il y a le H. Donc, je rentre, je défile ce qu'il y a dans F, je le mets dans U. Donc, je vais enlever le H de la file place. Je vais faire pour chaque sommet adjacent de F, de H plutôt. Normalement, les sommets adjacents, c'est E, B et J. C'est 3 adjacents. Je vais commencer. Je rentre. Est-ce que V.color, donc je ne sais pas, j'ai commencé avec quoi? J'ai commencé avec le E. Est-ce que E.color est égal à blanc? Est-ce que la couleur de ce nœud-là est égale à blanche? Oui. Blanc, ça veut dire que je n'ai pas encore traité ce nœud-là. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sa couleur à gris pour dire que il est en instance de traitement. Je vais mettre sa distance infinie. Donc, elle va avoir E.D est égal à la distance de son parent. C'est 0 plus 1, donc ça deviendra 1. C'est bon? Après, le parent E, c'est U. اللي هو H. جيت من H. أنا بيا كتبت هنايا H. ثم le E هذا منين جيت هنايا جيت من H. C'est bon? Jusqu'à présent? Oui. Oui, Très bien. Allez. La dernière instruction dans la boucle, enfiler le E dans la file. Donc, je l'ai déjà enfilé, elle est là, parce que j'ai défilé tout à l'heure. C'est bon. Je prends le deuxième sommet adjacent de H. Ça sera peut-être B. Donc, je vais faire la même chose. Est-ce qu'il est blanc? Oui, il est blanc. V.color est égal à gris. Donc, je vais le mettre à gris. Dans la distance TAO, c'est la distance de son père, c'est 0 plus 1. Donc, ça sera 1. Et le parent de B, c'est U, c'est H. Donc, je vais mettre ici H. Il y a 1 où je vais mettre la couleur gris. Et la même chose pour le J. Donc, est-ce que c'est un nœud blanc? Blanc, ça veut dire qu'il n'est pas encore traité. Je ne suis pas encore passé dessus. Oui, c'est blanc. Je vais prendre la couleur TAO au gris. La distance TAO à partir de son père, ça sera la distance de son père plus 1. Et le parent TAO, c'est le parent H. Donc, je vais mettre H ici. Et je vais l'enfiler. Donc, j'ai enfilé B et j'ai enfilé J. C'est bon? Place, j'ai traité les voisins de H. Je sors de la boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Le sommet courant, les rois H, les bits B,
point color dans le noir. Noir, ça veut dire j'ai terminé le traitement de H. C'est bon. Donc, blanc, un sommet blanc, il n'est pas encore traité. Un sommet gris, il est en instance de traitement. Un sommet noir, j'ai terminé le traitement de ce nœud-là. C'est bon? Vous suivez? Oui, monsieur. Oui. Aïe. La file au sommet de la file, il y a un des E. Donc, je vais traiter le E. Je rentre, je défile le E. Donc, je n'ai le E. Pour chaque voisin de E, vous savez les voisins de E, un des H, mais le H, il est traité déjà. Il est en noir. Un le D et le F et le C. Place. Donc, je rentre et je teste. Est-ce que le voisin, le premier voisin, je le vois, C. Donc, est-ce que le C est blanc? Oui, il est blanc. Donc, je vais mettre sa couleur gris pour dire qu'il va être traité après. Je vais mettre la distance TAO, c'est la distance de son père. Le père TAO, la distance TAO, et V point parent, P, est égal à U. Donc, le parent de C, c'est H. Donc, c'est ça. Et je vais mettre le C, la file, enfilé. Donc, il est enfilé en haut. Je vais traiter le deuxième. On est toujours dans la boucle. Je vais traiter le F. Donc, le parent TAO, c'est E. La distance TAO, c'est la distance de son père plus 1. Et je vais l'enfiler. J'ai déjà enfilé F. La même chose pour le E. Donc, je vais faire la même chose. Son père, c'est H. La distance TAO, c'est la distance de son père plus 1. Et c'est bon. Donc, j'ai terminé avec le H. Je sors de cette boucle-là. C'est bon. Je vais rendre le H noir pour dire que c'est bon. J'ai terminé de traiter le E. Donc, je vais où maintenant? Je reviens pour chaque... tant que la file n'est pas vide. Oui, je vais prendre le B. On est là. Donc, vous voyez, j'ai traité le premier voisin de distance 1. Je suis en train de traiter le deuxième voisin de distance 1. Comment dire? C'est le but d'utiliser la file, comme vous avez vu ça en premier semestre. Donc, je vais prendre le B. Donc, je vais défiler. Je vais prendre les voisins TAO. Les voisins TAO, c'est le H. Je ne vais pas le prendre parce qu'il est déjà traité. Le voisin TAO, Ando, D. Mais D, il a déjà, le D, il est déjà noté. Donc, ce n'est pas la peine. Je vais prendre le J. Il est déjà noté. Regardez, ce n'est pas la peine de le prendre. Lorsque le nœud, il est blanc, il est noir, je ne le prends pas. Donc, le B, c'est bon. Il n'y a rien de spécial, donc je vais le mettre directement. Il n'y a pas de voisin que je vais traiter. Donc, je vais mettre directement en noir. Je passe au suivant, J. Tant que la file n'est pas vide, je défile le J. Donc, le J, il est là. C'est le troisième voisin de H de distance 1. Je vais faire la même chose. Donc, je défile et je vais voir les voisins TAO. Ando H. Le H, il est déjà traité. Il a le B. Il est déjà traité, mais il a le I. Donc, il n'est pas traité, donc on va le traiter. Donc, je rentre. Est-ce que c'est un nœud blanc, de couleur blanche? Oui. Je vais mettre sa couleur à gris. Sa distance, l'infini, ça sera la distance de son père plus 1, ça sera 2. Et le père TAO, le Nil Hadan, le I, son père c'est H. Et voilà. Place. Et j'enfile le I dans la file. C'est bon? Le J, c'est bon. Il n'a pas d'autres voisins à traiter. Je sors de cette boucle-là et je vais faire H.color est égal à noir. C'est bon. Tant que la file n'est pas vide, allez, on va faire un petit peu vite. Vite plutôt. C, on va traiter le C. Je défile. C, c'est celui-là. Il a le voisin noté, donc c'est pas la peine. Il a un voisin G qui n'est pas noté, donc on va mettre la couleur TAO à vert, à gris. Il est venu de C et sa distance, c'est la distance de son père plus C. La même chose. Donc, c'est bon, on a terminé. Non, on va pas terminer encore. Donc, je vais prendre F. F, il a un voisin qui est déjà le H, le E plutôt qui est noté. Il a le A qui n'est pas encore visité. Donc, on va mettre la couleur, mise à jour de la couleur, la distance, etc. Et c'est bon pour le E. On va le noter pour dire que c'est bon, on a terminé.
On va pour le D. Le D, il a deux voisins, ils sont déjà notés, il n'y a rien à faire. Donc, je vais noter que le D il sera noté. Je passe à I. Donc, le I, warahu, il est là. Donc, il a un voisin qui est déjà noté. L'autre voisin, il est en gris. Donc, il est en instance de traitement, c'est-à-dire il est déjà passé par un autre chemin. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, je vais noter par la couleur noire. Je prends la file, je trouve G. Le G, il est là. Donc, il a un nœud adjacent qui est déjà traité, un autre nœud adjacent qui est déjà traité, et les autres, ils sont en gris, donc ils sont en instance de traitement, ou bien ils sont déjà traités par d'autres nœuds. Donc, c'est pas la peine. Je vais mettre G en noir. Je vais mettre G en noir. Il me reste le dernier élément de la file, donc on va le traiter à part. Je défile. Pour chaque élément voisin de A, donc on a le F qui est déjà noté et le G qui est déjà noté, donc je ne rentre pas dans la file et je vais faire A.color est égal à noir. Et j'ai noté, j'ai traité, j'ai parcouru tous les sommets de ce graphe-là en largeur. Pourquoi on dit en largeur? Parce qu'on prend un nœud, on traite ses voisins, on met ses voisins dans la file. Et c'est le but d'utiliser une file. Je prends le premier voisin, je vais noter ou traiter les voisins TAO. Je reviens sur le deuxième voisin et le troisième voisin du premier, et ainsi de suite. Donc, j'ai fait un parcours en largeur. Donc, j'ai terminé avec le parcours en largeur. Regardez, cet algorithme construit un arbre de parcours en largeur pendant qu'il explore les sommets du graphe. L'arbre contient un chemin unique, très important de S à V, qui est le plus court chemin reliant le sommet S à V dans G. Remarque, l'arbre de parcours peut varier suivant l'ordre des voisins qu'on a visités. Par contre, les distances ne changent pas. Donc, ce que vous voyez en vert, c'est-à-dire ce que j'ai pris comme chemin, ce que vous voyez en noir, je vais les enlever. Donc, on va avoir un arbre que vous avez déjà traité en premier semestre. Donc, la distance minimale entre H et F, entre H et A, par exemple, c'est 3. Donc, 1, 2, 3. La distance minimale entre H et I, c'est 2. 1, 2. La distance minimale entre H et B, c'est 1. La distance minimale entre H et C, c'est 2. Et ainsi de suite. C'est bon pour la partie largeur? Oui, monsieur. Donc, l'algorithme n'est pas difficile. Donc, c'est bon pour ça. Donc, on peut faire autre chose. Donc, il n'y a pas de quelqu'un qui demande très bien. Allez, on va voir le parcours en profondeur. Donc, profondeur, on a déjà vu la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, donc, soit j'ai un graphe, un parcours en profondeur du graphe G à partir de X, c'est un parcours dans lequel un sommet Y n'est pas marqué qu'après le début du traitement de ce successeur. Donc, on va prendre un nœud, on va prendre un chemin et on va explorer ce chemin jusqu'au bout. Lorsqu'on est bloqué, on revient. Donc, regardez cet exemple-là. Je pars de D, je peux commencer sur n'importe quel sommet. Donc, j'ai pris le D, par exemple. Je vais sur le G. De G, je vais vers le F, par exemple. Sur le F, je suis bloqué, donc je reviens sur le G. J'essaye de trouver un autre issue, donc je vais trouver, par exemple, le H. De H, je peux aller à B. De B, je peux aller à A, par exemple. C'est pas par exemple, j'ai pas le choix, parce que je ne peux pas aller à D. Regardez, de B, j'ai le choix d'aller à D et j'ai le choix d'aller à A. Je ne peux pas aller à D parce que le D, il est déjà noté. Il est déjà colorié. Donc, j'ai un seul chemin à prendre, c'est vers le A. De A, je vais vers le B, je n'ai pas une autre solution. De C, je n'ai pas une autre solution parce que le D, il est déjà noté, donc je peux aller uniquement à E. Dans E, je suis bloqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner. Regardez, il y a un sommet qui n'est pas encore traité de I. Donc, je vais faire un retour arrière.
je vais revenir sur le C, je vais revenir sur le... Attendez, regardez, j'étais bloqué sur... non, je vais faire ça, regardez. Je vais faire ça, regardez. Je suis bloqué sur le E. Je reviens sur le C, je vais voir, est-ce qu'il y a un autre chemin que je n'ai pas traité? Non, le D il est déjà pris. Donc, je reviens sur le A. Je vais voir, est-ce qu'il y a un autre chemin à prendre? Non, le C, il est déjà noté. Il n'y a pas autre chose. Donc, je reviens sur le B. Le B, le A, c'est noté. Le D, c'est noté. Donc, je reviens sur le chemin qui m'a mené vers B. Vers B, je suis venu à partir de H. Donc, je reviens sur le H. Je vais voir, est-ce que j'ai pris, est-ce qu'il y a un chemin que je n'ai pas encore pris? Non, parce que le D est déjà noté, le B est déjà noté. Je reviens sur mes pas. Donc, je vais arriver sur le G. Le G, je peux aller vers le E, mais le E il est déjà noté. Vers le F, il est déjà noté. Donc, qui m'a mené de G, je suis venu à partir de D. À partir de D, regardez, là, c'est intéressant. De D, je peux aller vers le E, mais je ne peux pas parce qu'il est déjà noté. Vers le C, c'est pas possible parce que c'est déjà noté. Le B, c'est la même chose. Le A, c'est pas la même chose. Par contre, j'ai un chemin que j'ai pas encore exploré. C'est le chemin qui relie D à I. Donc, je vais le prendre. De I, maintenant, je ne peux aller nulle part. Donc, je reviens sur mes pas. Je reviens sur l'état initial, le nœud de départ. Et c'est bon, j'ai fait tout le tour de mon graphe. Donc, si la même chose, si j'enlève maintenant les sommets en noir auxquels je n'ai pas pris ces chemins-là, donc je vais avoir un arbre qui commence de racine D. Donc, on va voir aussi le cas où on aura une forêt. Donc, on va voir. Donc, l'algorithme, regardez. C'est un algorithme facile aussi. Il y a une phase d'initialisation et l'algorithme, il est là. Pour chaque sommet U appartenant à X, faire U.color est égal à blanc et U.parent est égal à nil. Pour chaque sommet, on va colorier à blanc et on va dire que son parent est lié à nil. On va utiliser une date. Date est égale à 0, c'est une variable globale qu'on va utiliser. À chaque fois qu'on passe par un sommet, on va faire une datation, c'est-à-dire on est passé à tel moment. Et on va voir qu'on va revenir, lorsqu'on va revenir, on va utiliser autre chose. Donc, pour chaque sommet U appartenant à X, faire si U.color est égal à blanc, alors faire appel à l'accent paramétré, visiter le graphe G avec le sommet U. Donc, on va utiliser UD, c'est le moment où V a été découvert la première fois. Donc, on va utiliser UD, regardez, on va dire ça. On va utiliser deux variables UD, U.D, pour dire que c'est le moment où V a été découvert la première fois. Et on va utiliser UF, voilà, UF à la fin, pour dire le moment où le parcours a fini d'examiner la liste d'adjacence de V. Donc, si on trouve U.color est égal à blanc, on fait appel à visiter. Visiter, elle est là, regardez. Dès qu'on rentre, on utilise la variable globale, date est égal à date plus 1. U.date est égal à date. U.color est égal à gris. Comme tout à l'heure, gris, ça veut dire il y a une instance de traitement. Pour chaque voisin de U, faire, si la couleur elle est blanche, alors V.parent est égal à U et on fait appel à visiter. C'est une action paramétrée récursive. Donc, on est dans la visiter, on fait appel à visiter. Donc, on fait appel à visiter sur les adjacents de V. Et ainsi de suite. Lorsqu'on termine, on va faire la même chose que tout à l'heure. U.color, c'est noir. Et j'avance dans les dates. Et U.f est égal à date pour dire c'est fini. Le moment de, on a parcouru tout le chemin de ce nœud. Allez, on va faire un exemple. Donc, on a cette situation-là. Donc, chaque sommet, il est à blanc. Donc, pour chaque sommet U appartenant à X, U.color est égal à blanc et U.parent est égal à nil. Donc, H, tous les sommets sont à blanc. Et ce que vous voyez nil, c'est-à-dire le parent, je ne connais pas encore le parent. Date est égal à 0.
pour chaque sommet U appartenant à X, faire si U point coloré est égal à blanc, alors visiter. Donc, on va commencer par le premier. Donc, on va voir des slides. Donc, on est là, l'état initial. J'ai pris le sommet J auquel j'ai mis, regardez, J est égal, date est égal à 1. Et je vais avancer. Donc, je vais prendre, par exemple, ce chemin-là. J'aurais pu commencer par ça, comme je veux. Dès que j'avance, je mets date est égal, date plus 1, et je colore le premier voisin. Classe, on va, d'ici, j'ai pris, par exemple, maintenant, ce chemin-là, de H à B. Donc, je colore le sommet B et je fais une datation, c'est-à-dire j'ai fait le troisième pas, si vous voulez, pour arriver à B. La même chose, je vais faire prendre, regardez, d'ici à là. Pourquoi il est en noir? Parce que je ne peux pas aller à J, parce que J, il est en marron, il est en gris. Je ne peux pas revenir parce que c'est un arc entrant. Je ne peux pas aller à D parce que c'est un point entrant. Donc, c'est bon. Je note le sommet B, il me mène nulle part. Et je vais mettre le cas, c'est U.F. L'algorithme, on a U.F, c'est le moment où le parcours a fini d'examiner la liste d'adjacence de V. Donc, c'est un blocage. Lorsqu'il y a un blocage, donc, on a fait U.color est égal à noir, la date est égale date plus 1 et U.f est égal à date. C'est ça ce qu'on a fait ici, regarde. Donc, c'est bon, le slide suivant. Donc, on va continuer. Donc, on va prendre un autre sommet. Donc, on est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va revenir sur le G, plutôt de B, on va revenir sur le H parce que qui m'a mené vers B? C'est le H qui m'a mené vers B. Donc, je reviens sur mes pas et je vais explorer un autre chemin. Il y a un autre chemin de H à J. Donc, je vais noter le E avec la couleur gris. Je vais mettre la date, c'est l'ancienne date plus 1. Et le parent de E, c'est H. La même chose. Je vais de E, je vais où? Je peux aller vers D comme je peux aller vers C. Donc, je vais prendre, je ne sais pas, j'ai pris le chemin de E vers D, la même chose. Donc, j'ai noté le sommet D par 6, parce que le parent, il y a 5. Le parent, c'est E, le D, le parent, c'est E. Maintenant, de D, je peux aller où? Je ne peux pas aller vers B, parce que B est déjà noté. Et il n'y a pas un autre arc. Donc, je vais noter le D par la couleur noire pour dire ce chemin, il s'arrête là. Et je vais mettre une datation 7 ici. Donc, ce que vous voyez ici, 7. Là, donc, je reviens sur mes pas. Donc, le slide, la partie AD, je vais la redessiner ici. Elle est là. Maintenant, de D, je vais revenir sur mes pas. Donc, je vais revenir vers le E. Donc, de E, je peux aller maintenant où? Donc, je peux aller vers le C. Donc, je vais prendre ce chemin-là. Donc, je vais mettre le C à gris et je vais prendre la datation qdima, on est passé sur le sommet C après la 8e itération, si vous voulez. C'est bon. De C, je peux aller où? Il y a un seul chemin, de C vers G. Donc, je vais prendre ce chemin-là. Donc, je vais noter sa datation à 9, de 8, 9. De 9, je peux aller vers A, je peux aller vers F et je peux aller vers I. J'ai 3 choix. Donc, je vais prendre l'un des 3 chemins. Par exemple, j'ai pris le A. Donc, je vais noter le A en gris. Pourquoi je n'ai pas dessiné? Normalement, c'est gris ici. Donc, c'est gris. Voilà. Il faut que je mette gris. Ça sauter ma couleur. Je vais le noter à 10 et de 10, où je peux aller de 10 plutôt de A. Je ne peux pas aller nulle part parce que j'ai 2 arcs entrants. Donc, je vais noter que A est en noir pour dire que c'est bon, j'ai terminé. Donc, elle est là, A en noir. Donc, je vais revenir où? Qui m'a mené vers A? C'est le G qui m'a mené vers A. Voilà.
Donc, je reviens sur le G et je vais exploiter un autre chemin. J'ai le F et j'ai le I. Donc, je ne vais pas aller, je vais pas prendre un autre chemin. Donc, j'ai pris quoi? J'ai pris le F. Donc, j'avance vers le F, je note le F en gris pour dire qu'il est en instance de traitement. Et je vais dater le passage par 12 parce que le dernier c'était 11. Et de F maintenant, je peux aller où? Je ne peux pas aller vers le E parce que le E il est déjà noté en gris. Je ne peux pas aller vers le A parce que le A il est déjà noté en A. Donc c'est un blocage. Donc je vais mettre F comme étant un nœud qui ne mène maintenant nulle part. Il est à F, il est en noir. Donc je vais mettre sa datation finale à 13 et je reviens. Ce qui m'a mené vers F, c'est le G. Donc je reviens vers le G. Donc vous voyez, la datation finale de G n'est pas encore, on n'a pas encore mis à jour. Tant que j'ai pas encore terminé ses voisins. Donc de H maintenant, de G plutôt, je vais traiter ce chemin-là. Donc je vais prendre ce chemin-là, je vais noter le nœud G par la couleur grise pour dire qu'il est en instance de traitement et je fais une datation de 14. Maintenant de I, je peux aller nulle part parce que c'est un sommet qui a deux arcs entrants. Donc c'est un blocage. Donc je vais noter le I en noir, donc ce que vous voyez ici en noir, et je reviens sur mes pas. Qui m'a mené vers le I, c'est le G. Donc je reviens sur le G. Le G maintenant, je ne peux pas aller vers le A parce qu'il est noté. Je ne peux pas aller vers le F, il est noté. Et le I, on vient de le traiter. Et je ne peux pas aller vers le C parce que c'est un arc entrant. Donc je vais noter le G en noir et je vais mettre à jour sa datation finale. Donc le G, il est traité, c'est bon, on a terminé le G. Et sa datation finale, c'est 16. Très bien. Qui m'a mené vers le G? C'est le C. Donc, on va traiter le C. Donc, le C, il est en gris. Est-ce qu'on peut aller quelque part avec le C? Non, parce que le G, il est déjà traité. Maintenant, on va mettre le E en noir et on va mettre sa datation finale à 17. Qui m'a mené vers le C? C'est le nœud H. Donc, plutôt le nœud E. Donc, E, donc je reviens sur le E. Est-ce que je peux aller vers le D? Non, parce qu'il est déjà noté. Et c'est tout. Je n'ai pas un autre choix. Donc c'est bon, je vais noter le E en noir et je vais mettre à jour sa datation finale à 18. Qui m'a mené vers le E? Donc je reviens vers H. Et H, est-ce qu'on a oublié de traiter ou d'explorer quelques chemins? Non. Donc le H, on va le mettre en noir et on va mettre sa datation à 19. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Les premiers sommets qu'on est passés, leur datation initiale, elle est petite et leur datation finale est grande parce que on est en train de prendre un sommet, explorer tout le chemin et revenir après. Donc, il nous reste maintenant ça. On est sur le H. Qui m'a mené vers le H? C'est le sommet initial de départ, si vous voulez, J. De J, est-ce que je peux aller quelque part? Donc, c'est pas possible parce que ce chemin-là, le sommet il est en noir, donc on peut pas aller plus loin. Donc, je vais noter le J en noir et j'ai terminé. Donc, j'ai fait un parcours de tous les nœuds, tous les sommets de ce graphe-là. Donc, maintenant, la même chose. Si je vais enlever les sommets qui sont, les arcs qui sont en noir, donc si je vais enlever les arcs qui sont en noir, c'est-à-dire que ces chemins-là, je ne les ai pas pris, donc je vais avoir un arbre, donc un arbre de racine J, et je vais faire un parcours de tous les sommets. Donc ça, c'est un cas. Maintenant, si je vais vers ça, regardez, donc les dates de découverte, UD, de date de début, et de fin de traitement UF, ont une structure parenthésée. Donc, si l'on représente la découverte d'un sommet U par une parenthèse comme ça, et la fin de son traitement par une parenthèse fermante, alors on aura une expression bien formée. Regardez, je vais commencer par le J. Je vais commencer par ordre, le 1.
Le 1, c'est quoi? J. Donc, je vais faire parenthèse ouvrante J. De 1, je vais aller à quoi? À 2. Le 2, c'est le H. Donc, je vais faire parenthèse ouvrante H. De 2, je vais aller à quoi? À 3. Il est là, 3. Le 3, c'est un B. Je vais faire parenthèse ouvrante B. De 3, je reste sur le 4 pour revenir. Donc, c'est bon, j'ai terminé le B. Donc, je vais fermer le B. Regardez en bas. C'est bon. Je reviens sur le H maintenant. De H, je vais, c'est-à-dire 3, 4, je vais où maintenant? 5. 5, c'est le E. De 5, je vais où? 6, c'est le D. Donc, parenthèse ouvrante, D. De 6, je reste sur le D, c'est-à-dire j'ai terminé le D. Donc, je vais fermer le D. C'est bon. Je reviens à quoi? 7. Le 8, c'est le C. Donc, je vais modéliser ça par parenthèse ouvrante C. De 8, je vais où? À 9, c'est le G. Donc, parenthèse ouvrante G. 9, donc je vais à 10, c'est le A. De 10, je reste sur le 10, donc je vais terminer avec le A. Donc, je vais fermer le A, parenthèse ouvrante A. De 11, je vais à 12, donc je vais traiter le F. De 12, je reste sur le F, donc je vais fermer le F, donc j'ai terminé le F. De 13, je vais à 14, c'est le I, donc je vais ouvrir le I. Je suis en train de le traiter. De 14, je reste sur le I, c'est-à-dire j'ai terminé le I, donc je ferme le I. 15, je vais où maintenant? C'est 16, donc le G, il est en noir, donc c'est-à-dire j'ai terminé le G alors que j'ai ouvert le G ici, regardez, donc je le ferme. Je reviens sur le 17, C, donc je vais faire C parenthèse fermante parce que j'ai déjà ouvert C ici. 17, je reviens à 18, donc j'ai un sommet E de couleur noire, donc j'ai quelque part E, regardez, en jaune, donc je vais terminer avec le E. 19, c'est le H, donc quelque part, j'ai ouvert le H, il est là en vert, donc je vais le fermer. Et on revient sur le 20, c'est le J, donc j'ai commencé avec une parenthèse ouvrante J, donc j'ai terminé avec la parenthèse fermante J. Donc, il y a un ordre à respecter, comme vous voyez ici. Donc, les datations qu'on a utilisées, ça sert à quelque chose. Donc, est-ce que c'est bon ce qu'on a fait, le parcours à Dalidaman? Oui, c'est bien. Très bien. Donc, regardez, si je prends le même graphe, je vais changer uniquement les arcs, quelques arcs, pas tous. Donc, je vais avoir ça. Donc, je vais avoir ça. J'ai fait tout le parcours de l'algorithme. Regardez ce que j'ai. J'ai un arbre et un autre arbre. Donc, j'ai pris le même graphe auquel j'ai changé quelques arcs. Donc, un parcours en profondeur, il peut nous donner une forêt. Ce qu'on appelle une forêt. C'est quoi une forêt? C'est un ensemble d'arbres. Donc, avec un arbre de racine G, avec un deuxième arbre de racine J, et un troisième arbre qui est représenté par un seul sommet de racine D. 3 arbres. Donc, c'est pour ça, quelque part, qu'est-ce qu'on a dit? Souvenez-vous, la remarque, tac, on a dit quelque part. Est-ce que celle-là? Non, celle-là. Voilà, celle-là, regardez. On a dit, un parcours peut être représenté par un sous-graphe de G qui est un arbre de racine X, ou bien une forêt si certains sommets de G ne sont pas accessibles depuis X. On est dans ce cas-là. Et on peut avoir ça lorsqu'on a aussi un graphe qui n'est pas connexe, c'est-à-dire il est représenté sur deux petits graphes. Donc, la remarque ici, que j'ai donnée ici, le parcours en profondeur forme une forêt de parcours en profondeur composée de plusieurs arbres de parcours en profondeur. Ok, c'est bon la remarque à dire? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Très bien. Connexité. Donc,
Si G contient une chaîne de U vers V, alors U et V sont dits connectés. Dans un graphe, si je prends deux sommets quelconques, et il y a un chemin qui me mène de U vers V, on dit que U est connecté à V, c'est-à-dire ils sont connectés. Un graphe non orienté est connexe si pour deux sommets distincts, X, Y, il existe une chaîne reliant X à Y. Exemple, Hadaya, regardez. Si je prends n'importe quel deux sommets, il y a un chemin qui mène d'un sommet à l'autre. Si je prends par exemple A et B, il y a un chemin. De A à D, il y a un chemin. De C à E, il y a un chemin. C'est un graphe connexe. Regardez, si je vais enlever quelques arêtes, ce graphe-là n'est pas connexe. Pourquoi? Si je prends par exemple A, E, est-ce qu'il y a un chemin? Il n'y a pas de chemin. Donc, on va parler de graphe non connexe. C'est bon? Cette notion-là est très simple, elle n'est pas difficile. C'est bon? Oui, monsieur. Ah, très bien, on avance. Définition. Une composante connexe. On a parlé tout à l'heure de graphe connexe. Maintenant, une composante connexe, ça on l'a déjà fait la dernière fois. Une composante connexe d'un graphe non orienté G est un sous-graphe G' de G qui est connexe, c'est-à-dire que tous les sommets sont connectés entre eux, il y a un chemin entre chaque sommet, il est maximal, c'est-à-dire il n'y a pas un sommet, il n'y a pas un sous-ensemble qui est à l'intérieur de cet ensemble-là. Le nombre de composantes connexes d'un graphe G est noté KG. Un graphe G est connexe si et seulement si KG est égal à 1. Donc le graphe de tout à l'heure, il a combien de composantes connexes, celui-là? 3. 3, 1, 2 et 3. Très bien. Il n'est pas connexe, il a 3 composantes connexes. 3 composantes connexes, c'est-à-dire les sommets qui sont à l'intérieur, on peut trouver un chemin de chaque sommet à un autre et il est maximum. Donc, on n'a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui est à l'intérieur de quelque chose. La même chose pour le deuxième et la même chose pour le troisième. C'est-à-dire un sommet isolé, donc il n'y a pas de problème sur ça. Donc, un graphe G est connexe si et seulement si il a une seule composante connexe. Est-ce que tout le monde est d'accord sur la dernière remarque, la dernière définition? Oui. Un graphe G est connexe s'il existe une seule composante connexe. Très bien. Graphe connexe, Hada, il est connexe parce que pour chaque deux sommets, il y a un chemin. Si je prends le même graphe, je vais lui enlever quelques sommets, donc celui-là, il a 3 composantes connexes. 1, 2, 3. Très bien. Connexité dans les graphes orientés. Dans un graphe non orienté, on parle de connexité tout simplement. Dans un graphe orienté, on parle de fortement connexe, une notion fortement connexe. Un graphe orienté est fortement connexe si pour tous deux sommets distincts UV, il existe un chemin de U vers V et un chemin de V vers U. Donc, dans un graphe orienté, on parle de la notion de fortement connexe. Le graphe G1, ce que vous voyez à gauche, est fortement connexe. Pourquoi? Parce que de A, je peux aller à n'importe quel sommet. Par exemple, de A, je peux aller à D, et de D, je peux aller à A. D, C, B, A. De D, je peux aller à B, et de B, je peux aller à D. B, A, D. De C, je peux aller à D, hop, et de D, je peux aller à C, et ainsi de suite. Le graphe G2 n'est pas fortement connexe. Pourquoi? De A, je peux aller par exemple à C, mais de C, je ne peux pas aller vers A. Donc, j'ai un chemin de A, B, C, mais je n'ai pas un autre chemin qui mène de C vers A. Donc, ce graphe-là, G2, il n'est pas fortement connexe. C'est bon? La différence, vous voyez la différence? Oui, monsieur. Ah, il y a très bien, on avance. Il nous reste 13 minutes. Oui. Composante fortement connexe. Tout à l'heure, on a parlé de dans un arbre non orienté, composante connexe. Dans un graphe orienté, on parle de composante fortement connexe. D'un graphe orienté G est un sous-graphe G' de G qui est fortement connexe, c'est-à-dire pour chaque deux sommets, on a
un chemin qui mène de l'un à l'autre et elle est maximale. C'est exactement la même définition que tout à l'heure. Donc, supposons que je prends ce graphe-là. Donc, par exemple, je prends A et G. Donc, j'ai un chemin qui va me mener de A à G. Mais par contre, de G, je n'ai pas un chemin qui me mène de G vers A. Donc, de G, je vais me bloquer sur le F et c'est bon. Donc, ce graphe-là, il n'est pas fortement connexe. Déjà, qu'est-ce que je peux tirer comme information? Le A, donc il existe un chemin entre A et G, mais pas de G à A. On a une première idée que A et G ne sont pas dans la même composante connexe. A ou G ne seront pas dans la même composante fortement connexe. La même chose, il existe un chemin, par exemple, de A et B, B, oui, mais donc, il existe un chemin entre A et B et entre BA. Donc, on a un chemin qui mène de A à B et un autre chemin qui mène de B vers A. B, c'est A. Donc, A et B, ils seront forcément dans la même composante fortement connexe. Je prends un autre exemple. J'ai pour les deux sommets A et C, donc je peux aller de A vers C et je peux aller de C vers A. Donc, forcément, A et C, ils seront dans la même composante fortement connexe. Et ainsi de suite pour A et D. Donc, j'ai un chemin de A à D et de D vers A. Donc, A et D, ils seront dans la même composante fortement connexe. Donc, on a une composante fortement connexe, comme vous voyez ici. On a une deuxième composante fortement connexe ici. Et on a une troisième ici. Donc, vous voyez, dans une composante fortement connexe, il y a un chemin qui mène de chaque sommet à un autre. Ici, les trois éléments, j'ai un chemin qui mène de chaque sommet à un autre. La même chose pour la jaune et la même chose pour cette couleur-là. Donc, pour cette couleur-là, il y a un seul nœud. Très bien. Maintenant, dans un graphe orienté, chaque sommet appartient exactement à une composante fortement connexe. On ne peut pas avoir un sommet qui est partagé entre deux composantes fortement connexes. Donc, vous voyez, chaque composante fortement connexe, elle a un seul... chaque sommet sont distincts. À la différence des clics, ce qu'on a fait ce matin et hier. Une clique avec une autre clique. Ils partagent quelques sommets, oui ou non? معايا ولا مش معايا؟ شامل اشتغلت question. Oui, c'est vrai. Dans un graphe, lorsqu'on cherche les clics, on peut avoir le A qui appartient à une clique et en même temps le A il appartient à un autre clic. Ah, oui, monsieur. Ah, ça c'est différent maintenant. Dans une composante fortement connexe, comme vous voyez, la composante fortement connexe, les sommets ils n'appartiennent pas à une autre composante fortement connexe. On ne peut pas trouver par exemple B, il appartient à cette composante connexe et en même temps à une autre composante connexe. Non, c'est pas possible. Les clics, oui. Donc, c'est le but de la remarque que j'ai donnée en bas de ce slide-là. Algorithme de recherche des composantes fortement connexes. Donc, appelez l'algorithme de parcours en profondeur, calculer GT, les transposés. Donc, on va voir les transposés, c'est quoi ici. Allez constituer des arcs de G dont le sens a été inversé. On prend le même graphe auquel le sens des arcs, on va les changer. On va le troisième point, appeler l'algorithme de parcours en profondeur sur GT. On va faire la même chose, mais cette fois sur le graphe auquel on a inversé les arcs, en traitant les sommets par ordre décroissant des UF, des datations finales. On va prendre la datation finale, date de fin de traitement. Après, afficher les sommets de chaque arbre de la forêt obtenue en ligne 3 en tant que composante fortement connexe distincte. Allez, on va prendre ce schéma-là rapidement. Donc, on a ce graphe-là, on veut chercher les composantes fortement connexes. On va commencer par n'importe quel sommet, on va commencer par le H, on va utiliser le parcours en profondeur, donc on passe à G, de G je peux passer à F, de F je suis bloqué, donc je reviens sur
G, donc qu'est-ce que vous voyez ici? Donc on a déjà une composante fortement connexe et on a une autre composante fortement connexe, c'est-à-dire on peut trouver jusqu'à présent, on peut trouver une composante déjà fortement connexe elle est max, elle est max aussi. Par contre, on a un débordement. Donc, on a trouvé une composante fortement connexe, mais on a détecté en même temps une autre. C'est ça ce qu'on veut, on veut pas. Donc, on a capturé tous les sommets de la composante fortement connexe de H, mais on a débordé sur d'autres composantes fortement connexes. Donc, on va revenir. Avant de revenir, on va mettre F dans la pile, si vous voulez. Là, je reviens sur le G. Est-ce que de G, je peux aller quelque part? Non, je ne peux pas aller quelque part. Donc, je reviens sur le H. Et avant de revenir, je vais mettre le G dans la pile. Donc, de G, je ne peux pas aller nulle part. Donc, je reviens sur le H. De H, est-ce que je peux aller quelque part? Non, le G, il est déjà traité. Donc, c'est bon, j'ai terminé avec le H. Donc, je vais mettre le H dans la pile. C'est bon. Donc, j'ai terminé. Je peux aller nulle part. Donc, je prends au hasard un autre sommet. Donc, je vais prendre, par exemple, le sommet C. Au hasard, de C, je peux aller vers le E. De E, je ne peux pas aller vers le G parce qu'il est déjà colorié. Donc, je reviens sur mes pas. Donc, je vais déjà mettre E dans la pile. Je reviens sur le C. Le C, est-ce que je peux traiter d'autres pistes? Oui. Il y a le D qui n'est pas encore traité. Donc, je vais le traiter. De D, est-ce que je peux aller quelque part? De E, c'est pas possible. Le B. D, c'est pas... Voilà. Le H, c'est pas possible. Donc, je vais prendre le B. Donc, je vais passer à B. De B, je ne peux pas aller à H. Donc, je vais prendre le A. Donc, je vais traiter le A. De A, je ne peux pas aller vers le C parce que le C est déjà traité. Donc, je reviens sur mes pas et je vais mettre le A dans la pile. Donc, je reviens maintenant sur le B. De B, est-ce que je peux aller quelque part? Non. Donc, c'est bon pour le B. Je vais mettre dans la pile. Le B, donc, je reviens sur le D. De D, je ne peux pas aller nulle part parce que tous les chemins me mènent sur un sommet qui est déjà traité. Donc, je vais mettre le D dans la pile, au sommet de la pile. Je reviens sur le C. Le C, je ne peux pas aller plus loin. Donc, c'est bon, j'ai terminé. Je vais mettre le C sur la pile et j'ai terminé. Fin de la première partie, la première étape. Deuxième étape, on nous a demandé d'inverser les arcs. Un arc de A vers C, il y a un arc de C vers A. Un arc de D vers B, il y a de B vers D. Un arc de B vers A, il y a A, B. Un arc de A vers B, il y a de B vers A. On va traiter ce cas. J'ai déjà changé les arcs. On va commencer cette fois-ci par le sommet de la pile. Ah, donc le B, le C, je vais aller où? Donc je peux aller à A ou bien à E. Donc j'ai choisi d'aller à A. De A, je vais aller où? Donc j'ai le choix d'aller à B. Donc je peux prendre le B. De B, je peux aller à D. Je n'ai pas de choix. J'ai pas un choix. De D, regardez, je peux aller où de D? Le C, c'est pas possible. C'est tout. Donc, je reviens sur mes pas. Donc, je reviens sur le B. De B, est-ce que je peux aller quelque part? Non. Je reviens sur mes pas. Je suis sur le A. De A, est-ce que je peux aller nulle part? Non, je ne peux pas aller nulle part. Je reviens sur mes pas, je trouve C. Ah, maintenant le C, je peux aller vers le E. Donc, je vais traiter le E. De E, je peux aller où? Je ne peux pas aller vers le D parce que le D, il est déjà traité. Donc, je reviens sur mes pas. Je suis... regardez, on a capturé tous les sommets de la composante fortement connexe, mais on n'a pas débordé sur d'autres composantes fortement connexes. C'est le but d'inverser les arcs. Donc, je reviens sur le C, sur mes pas, et je suis bloqué. C'est bon sur le C, parce que j'ai commencé par le C. Maintenant, les nœuds que j'ai visités, ils représentent une composante fortement connexe. Donc, c'est bon, je peux les enlever. Et le C, D, B, A, E, c'est une composante fortement connexe. Au sommet de la pile, j'ai quoi maintenant? J'ai H. Le H, donc je vais le traiter. Donc, je commence. Je peux aller où avec le H? Je peux aller nulle part.
parce que le B il est déjà traité, le D est déjà traité, et je ne peux pas aller vers le G parce que c'est un arc entrant. Donc, j'ai trouvé une deuxième composante connexe, H. C'est bon? Maintenant, je prends au sommet de la pile, il y a le G, donc je vais prendre le sommet G. Donc, je vais je peux aller où? Donc, je peux aller à F. Donc, je vais aller à F. De F, je peux aller nulle part parce que j'ai un arc vers le G, mais le G, il est déjà traité. Donc, je reviens sur mes pas. Donc, c'est bon. De F, est-ce que je peux aller quelque part? Non, je ne peux pas aller nulle part. Donc, j'ai trouvé une autre composante fortement connexe, la dernière. Donc, j'ai trouvé 3 composantes fortement connexes. J'ai trouvé une troisième composante fortement connexe. C'est bon? Oui, monsieur. Il nous reste 2 minutes. Donc, la première composante connexe, la deuxième composante connexe, la troisième composante connexe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver les composantes fortement connexes? On a parcouru en profondeur, on a utilisé l'algorithme de parcours en profondeur sur le graphe. C'est bon, on a des datations, on va voir tout à l'heure ça. Après, on a inversé les sommets et les arcs pour ne pas déborder sur d'autres composantes fortement connexes. Et c'est bon, on va prendre le sommet de la pile, on va prendre le premier sommet, le premier sommet de la pile. On va prendre ce sommet-là, on va commencer à traiter. Et à chaque fois, j'avance. À certains moments, je suis bloqué. Lorsque je suis bloqué, le nœud que j'ai noté, il représente une composante connexe. C'est bon. Je prends ce qu'il y a au sommet de la pile. Je le traite normalement. Je parcours un parcours en profondeur. Je suis bloqué. C'est bon. Tous les sommets que je suis passé, ils représentent une composante fortement connexe, et ainsi de suite. Allez. On va faire ça rapidement sur ce programme-là. Donc, j'ai déjà parcours en profondeur, j'ai déjà la notation Hadia. Donc, ordre à suivre, regardez. C'est-à-dire, j'ai déjà fait le premier passage. Vous avez ici ce qui est à gauche, c'est la datation de début. Ce qui est à droite, c'est la datation au final. C'est-à-dire, j'ai commencé où? J'ai commencé par le H, le 2, G, le 3, c'est F, le 4, c'est F, le 5, c'est G, 6, voilà, 6, c'est H, le 7 est là, le 8 est là, 9 ici, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et c'est tout. Voilà. Donc, l'ordre à suivre, c'est le c'est 16. Donc, on va commencer rapidement et on termine avec ça. Donc, je vais le noter en gris et je vais mettre la datation TAO1. Je vais prendre le sommet suivant. On peut aller de C, je peux aller à A, comme je peux aller à E. Donc, je vais prendre par exemple le A. Je vais le noter en gris pour dire qu'il est en instance de traitement. La datation TAO, elle est mise à jour à 2. De A, je peux aller où? À B. Donc, je vais le colorier avec le gris. Sa datation, elle est à 3. De B, je vais aller à où? Je ne peux pas aller à A parce que le A, il est déjà noté. Je peux aller uniquement à D. Donc, je vais prendre le D, regardez, de B à D. De D, je peux aller où? Je ne peux pas aller nulle part parce que le C, il est déjà noté en gris. Donc, je reviens sur mes pas. Donc, je vais mettre à jour la datation finale à 5. Je vais dire que D, c'est bon, j'ai terminé avec le D parce que ce D-là ne me mène nulle part. Donc, je reviens maintenant sur le B. Je vais mettre à jour sa datation finale à 6. Je vais le mettre à noir, sa couleur noire pour dire c'est bon, j'ai terminé ce nœud-là. Ce nœud-là ne me mène nulle part à part le D. Je reviens sur mes pas, donc je vais traiter le A. Le A, je vais le mettre en noir parce que j'ai terminé, parce que le A ne me mène nulle part. Et
De A, je reviens sur le nœud initial que j'ai commencé avec, c'est le nœud C. Donc, je vais explorer ce chemin-là. Je n'ai pas encore exploré ce chemin-là. Donc, j'ai noté le E en gris. Sa datation, c'est la dernière datation 7 plus 1, ça sera 8. Donc, ce que vous voyez ici. De E, est-ce que je peux aller quelque part? Je peux aller vers le D, mais le D, il est déjà noté, donc je ne peux pas aller. Donc, je vais mettre à jour sa datation finale à 9 et je vais le colorier en noir. Et je reviens maintenant sur le C. Donc, j'ai terminé avec le E, je reviens sur le C. Le C, je ne peux pas aller vers le A, et je ne peux pas aller vers le E, donc je vais le noter en noir pour dire que j'ai terminé et je vais mettre à jour sa couleur en noir. C'est bon, de C, je ne peux plus aller nulle part. Donc, les nœuds qui sont en noir représentent maintenant une composante fortement connexe. Donc, ce que vous voyez ici, c'est D, B, A, E. Maintenant, on va prendre un nouveau sommet. Alors, je vais prendre de H. Donc, de H, je vais le noter. Donc là, c'est bon, c'est la composante fortement connexe. Je vais prendre le H, je vais le noter en gris pour dire que il est en instance de traitement. Je vais mettre à jour sa datation de début, ça sera 11, parce que la dernière, c'était 10, donc ce que vous voyez ici. De H, je ne peux pas aller nulle part. Donc, c'est bon, j'ai terminé avec le H, j'ai trouvé une composante fortement connexe. C'est bon? Donc, je le mets en noir, bien sûr, et j'ai trouvé la composante fortement connexe. On continue. Donc, je vais prendre un sommet, le suivant, ça sera le G. Donc, je vais le noter en gris pour dire qu'il est en instance de traitement. Sa datation, ça sera la dernière datation plus 1, ça sera 13. Et de G, je peux aller vers F. Donc, je vais colorier le F en gris. Ce que vous voyez ici, la datation, c'est la datation de 13 plus 1. De F, je ne peux aller nulle part. Donc, je reviens sur mes... donc, je vais le noter en noir d'ailleurs, au début. Je vais mettre à jour sa datation finale. Je reviens sur mes pas sur le G. Donc, je vais dessiner ça. Je vais colorer le sommet G par la couleur noire et je vais mettre à jour sa datation finale par 16 parce que la dernière c'était 15. C'est bon, j'ai terminé et j'ai trouvé la dernière composante fortement connexe. C'est bon? Oui, monsieur. Merci. Allez, on a dépassé de 5 minutes. Je vais rajouter uniquement ce slide-là parce qu'on l'a déjà fait la dernière fois. Pour la prochaine fois, on va faire autre chose. Donc, graphe réduit, définition. Après la recherche des composantes fortement connexes, donc, on va parler de graphe réduit. Un graphe réduit d'un graphe G, c'est le graphe GR, défini comme suit. XR, l'ensemble des sommets. Donc, à chaque composante fortement connexe de G correspond un sommet CI. Donc, on avait A, C, E, D, B. Ça sera la composante fortement connexe E. F, G, c'est la composante fortement connexe 2. Et H, c'est la composante fortement connexe 3. Maintenant, comment ils sont reliés? S'il existe, si je prends I, J, qui sont différents, s'il existe X appartenant à CI et il existe Y appartenant à CJ, c'est lorsque X et U appartenant à X. Parce que le couple XU appartient à U, donc je vais mettre un arc entre les deux, entre les composantes fortement connexes. Et c'est tout. La prochaine fois, on va terminer autre chose. Donc, j'ai terminé ici. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les aider. Sinon, on va voir le reste la prochaine fois. Inch'Allah.